Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Là, je poursuis avec donc David et Goliath, comme je vous le disais, Thierry Blandinière, donc directeur général d'Invivo. Vous, c'est plutôt Goliath en l'occurrence, puisque vous avez plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus grosse coopérative, association de coopératives. Oui, union de coopératives. Union coopérative de 201, dans une en l'occurrence, 201 groupes coopératifs. Combien d'agriculteurs qui travaillent avec vous? Il y a 300 000 agriculteurs 300 000, adhérents des coopératives, adhérentes de l'union Invivo. Oui, donc c'est vraiment. Donc c'est à peu près la moitié de la ferme France. Et puis aussi, c'est Jardiland que vous avez repris il y a quelques mois. Oui. Et puis Gamme Vert aussi, qui est combien de magasins en France? Il y a 1400 Gamme Vert. Oui. Nous avons aussi Delbar aussi que nous avons repris. Oui. Donc, il y a 100 magasins Delbar. Et puis bien sûr Jardiland avec 180 magasins Jardiland dans le dispositif d'Invivo Retail, qui est notre filiale qui porte donc les activités de distribution du groupe. Et il y a une de vos axes stratégiques, c'est vous développez beaucoup dans le numérique. On sait que l'agritech, c'est quelque chose de très important. Vous avez signé au Salon de l'Agriculture un partenariat avec Microsoft. Ça tombe bien. C'est pour ça qu'on a demandé à David d'être là, même s'il s'appelle Edgar. Edgar Chaput, merci d'être là. Vous êtes président cofondateur d'une petite start-up, 4 personnes, donc effectivement c'est un peu plus petit. Farmer, vous l'avez mis en logo sur vous pour ceux qui nous regardent à la télévision. Votre objectif, c'est d'essayer de permettre une forme de stabilisation des prix des céréales. Oui, effectivement. Alors on lance à l'occasion du Salon de l'Agriculture la première application mobile pour aider les agriculteurs à vendre leur récolte au bon prix. On ne prétend pas changer les marchés, par contre on va faire en sorte que les agriculteurs ne subissent plus les marchés. Oui, parce que j'ai envie de dire, il y a des marchés qui existent justement, il y a les marchés des matières premières, donc vous, qu'est-ce que vous apportez de différent? Vous, c'est vraiment ciblé sur les agriculteurs, les petits agriculteurs? Non, des petits, des gros, on travaille avec tout le monde. Le problème aujourd'hui que rencontrent les agriculteurs français, mais dans le monde entier, c'est la volatilité des marchés agricoles. Donc effectivement, le cours du blé change toutes les secondes, peut passer du simple au double. Et le moment où je décide de vendre ma récolte en tant qu'agriculteur peut définir ma rémunération à la fin de l'année. Donc en fait, vous allez vous mettre entre les agriculteurs et Invivo, en quelque sorte. C'est ça, vous allez dire aux agriculteurs, il ne faut peut-être pas apporter tout de suite ça à la coopérative, il faut l'apporter un peu plus tard. Alors, c'est surtout non, mais je vais répondre. Non, allez-y. J'allais dire, en fait, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes agriculteurs. Un agriculteur me disait il y a quelques mois, aujourd'hui j'ai 2 options sur la ferme. Soit je reste un ouvrier agricole qui produit pour ma coopérative et qui suit un cahier des charges prédéfini. Soit je deviens un chef d'entreprise indépendant avec des connaissances agronomiques qui souhaite vivre de son métier. Et nous, c'est cette seconde catégorie des agriculteurs qu'on souhaite adresser, sachant que le constat qu'ils font, c'est le suivant. Aujourd'hui, les grandes entreprises dirigent le monde agricole, et quand on regarde où se situent les marges dans le monde agricole et leur évolution au fur et à mesure du temps, le prix des intrants, des semences, des engrais augmente, le prix des céréales baisse et les agriculteurs se retrouvent pressurés entre les deux. Ce qu'appelle l'effet ciseau, en l'occurrence. Thierry Blandinière Non, mais je tenais quand même à souligner le côté positif du salon de l'agriculture. Non, mais ça, bien sûr, important parce que on y va, bien sûr. Quand on va au salon, on sent vraiment qu'il y a de l'espoir et une espérance pour l'agriculture et une volonté et de notamment progresser. À cause, parce que je pense que c'est le premier salon où on parle autant de tech, du numérique, du digital. On voit qu'il y a vraiment que ça soit avec les deux. Enfin, toute la chaîne de l'agriculture est en train de bénéficier des nouvelles technologies. Et ça, on l'avait vu déjà l'an dernier, mais on se confirme vraiment et qu'on est complètement tourné vers un nouveau monde agricole avec une ambition de travailler avec les grands groupes coopératifs, mais aussi, bien sûr, les startups, puisque Invivo, en 2014, on a transformé notre modèle, on a créé une plateforme avec des startups, on a créé un fonds d'investissement, on a créé un écosystème autour de l'innovation, la recherche et le développement. Et donc la ferme digitale à laquelle Edgar appartient fait partie de l'écosystème d'Invivo. On a pris des participations, je peux citer Mimosa par exemple, qui est du crowdfunding pour les agriculteurs. Donc on est vraiment rentré dans cette transformation digitale de l'agriculture avec les coopératives. Pour autant, on en parlait, l'agriculture c'est un temps long. Donc aussi, pour accélérer la diffusion des technologies, il faut aussi prendre la mesure du temps. Et en même temps, je recevais forcément Christiane Lambert de la FNSEA, Maxime de Rostolan aussi, qui est un peu le porte-drapeau du bio. On parlera du bio forcément avec vous. On voit qu'il y a
un salon d'agriculture qui se passe très très bien. On voit bien les politiques, il n'y a pas de sifflet, même la tension, elle est bien moins forte qu'avant. Il y a des nouveautés, il y a le numérique, les technologies, etc. Et en même temps, on dit que c'est un peu le grand désarroi des agriculteurs qui se terrent un peu dans leur lopin de terre. Non, mais c'est vrai qu'on a un enjeu. C'est un peu contradictoire comme discours. On a plusieurs agricultures en France, hein, vous savez bien. Donc effectivement, il faut s'adresser aussi aux petits agriculteurs et leur trouver un débouché rentable. Et en ce sens, le bio, les produits locaux, les nouvelles tendances de consommation sont favorables pour transformer aussi leur modèle économique. Pour autant, il y a la grande agriculture exportatrice qui doit retrouver de la compétitivité pour exister dans la compétition mondiale. Oui, en même temps, on voit bien, par exemple, il y a un retour vers les plus petites exploitations. On n'a pas envie on veut plus tellement. Les Français rejettent un tout petit peu l'agriculture grand format, industrielle. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas opposer les agricultures, en fait. Vous avez une agriculture qui doit avoir sa taille critique pour effectivement se déployer. Et les startups peuvent aider à promouvoir une nouvelle agriculture plus en phase avec les attentes sociétales, environnementale, en mettant en avant ce qu'on appelle, nous, la troisième voie de l'agriculture pour ces grandes agricultures, c'est-à-dire l'agriculture de précision qui devient possible grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'on peut produire plus et mieux et donc répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui, en France et à l'international. Et puis vous avez les petites fermes, quelque part, qui ont aussi maintenant des débouchés naturels sur les circuits courts et sur la transformation en produits bio. Edgar Chaput, comment vous opposez un peu quand même les deux agricultures ou pas? Quelles sont vos cibles? Aujourd'hui, on a des agriculteurs utilisateurs de la solution qui ont 30, 40 ou 60 hectares. Je suis associé à un agriculteur qui a une soixantaine d'hectares. Et pour rappel, la taille moyenne d'une exploitation en France, c'est 61 hectares. Donc on adresse ces agriculteurs-là jusqu'à des agriculteurs qui ont 600 hectares et qui vont gérer leur vente avec Pair Farmer. L'enjeu, les enjeux sont différents. Vous êtes agriculteur vous-même, hein? Je ne suis pas du tout agriculteur. Moi, pour tout vous dire, je suis un ancien de Google, donc je viens du monde des nouvelles technologies. J'ai rencontré Michel Bourousse, qui est lui agriculteur dans le Gers, sur une soixantaine d'hectares. Et c'est cette rencontre qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de développer des solutions qui soient à la fois simples, utiles et rentables pour nos agriculteurs, indépendamment de la taille d'exploitation. Non, ce qui est formidable, c'est effectivement des personnes comme Edgar qui viennent d'horizons différents de l'agriculture pour apporter ce nouveau regard sur l'agriculture, bien évidemment, à tous les niveaux, et d'aller directement sur le terrain, au niveau de l'agriculteur, pour apporter des solutions concrètes. À quoi va servir le partenariat que vous avez signé, non pas avec Google, mais avec Microsoft, que vous venez d'annoncer En fait, comme je disais, entre InVivo et Microsoft, depuis 2014, on est en train de transformer notre modèle. Et là, on va accélérer avec Microsoft pour passer à une phase beaucoup plus industrielle au niveau de la gestion des données. Le fameux big data agricole est un enjeu important, et la capacité à développer avec l'intelligence artificielle des algorithmes pour développer de nouvelles applications. Voilà, dans le sens de dire il faut que l'agriculteur soit plus connecté avec son marché et avec son consommateur. Mais quand vous dites que vous voulez devenir une référence mondiale justement pour le numérique et l'agriculture, ça se traduit comment? Parce que vous êtes quand même une entreprise. Disons que ça se traduit aujourd'hui par notre grand projet de créer une place de marché agricole qui permettra à l'agriculteur, dans un premier temps en France et en Europe avec des partenaires allemands, et certainement aussi en même temps au Brésil, parce que nous sommes implantés au Brésil. Très présent au Brésil. Et donc l'idée, c'est de pousser en même temps ce projet avec une plateforme en technologie qui sera transversale. Et la plateforme, il y aura quoi sur cette plateforme? Vous aurez tous les intrants. Les intrants, c'est-à-dire les coopératives. Donc aujourd'hui, on est une centrale d'achat. Aujourd'hui, on réalise à peu près 1,5 milliard d'euros en achat d'intrants pour le compte des coopératives. Et donc, c'est ce 1,5 milliard d'euros qui, demain, sera une place de marché ouverte, avec des biens et services. Donc, on sera certainement la première plateforme, en tout cas agricole, mondiale, très rapidement. Ça peut vous ouvrir aussi des perspectives, parce que vous pouvez vous situer en amont, non, Edgar Chaput? En fait, il y a deux grandes activités, si je ne dis pas de bêtises, des coopératives. Ce qu'on appelle l'APRO, donc l'achat des intrants, des semences, des engrais, etc. Et la collecte, qui permet à l'agriculteur de vendre sa récolte une fois qu'il a produit son blé ou son maïs. Nous, on ne se positionne pas du tout aujourd'hui sur le sujet des intrants. Des intrants, oui. Le sujet qui nous intéresse, c'est plutôt celui de la vente. Aujourd'hui, là, je pense que c'est des sujets sur lesquels InVivo est peut-être moins avancé. Et comme je disais tout à l'heure, on n'adresse pas exactement le même type d'agriculteur. Donc nous, les sujets, c'est comment on arrive à développer les bons outils. Vous ne dites pas le même type d'agriculteur, c'est-à-dire? Donc c'est plus petit, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément plus petit, c'est des agriculteurs qui sont à la recherche d'indépendance.
D'accord. Donc ils peuvent travailler. Ils ne sont pas dans des coopératives. Ils peuvent l'être, mais en fait, qui ont des relations aujourd'hui où on va avoir 1, 2 ou 3, ce qu'on appelle organismes soccer, coopératives ou négoces, qui considèrent que la relation historique avec la coopérative n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise qui va travailler avec sa coopérative comme un fournisseur ou comme un client, en fonction des sujets qu'ils adressent, et non pas comme une relation directe et exclusive. Voilà, il a mis le doigt. C'est déjà la question que j'allais vous poser. Est-ce que le modèle de coopérative est encore, par rapport à ce monde qui bouge beaucoup, sur lequel vous comptez jouer un rôle très important, Thierry Bandignat, est-ce que ça a encore une justification d'être en coopérative? C'est un peu ce que soulignait... Moi, je voudrais rappeler que les coopératives, c'est des entreprises créées par les agriculteurs. Oui. Donc les actionnaires des coopératives, c'est un peu comme des mutuelles. Donc, ce sont des mutuelles. Donc ils se mettent ensemble pour créer une entreprise qui est une coopérative, qui doit avoir son propre modèle économique. Après, on peut parler de la gouvernance, effectivement, de ces coopératives. Est-ce que l'agriculteur est toujours au centre de la gouvernance? C'est tout l'enjeu. Nous souhaitons, avec les conseils d'administration, reconnecter effectivement la gouvernance avec le terrain. Peut-être qu'il y a eu quelques déviances. Et donc, on va donc travailler pour se transformer en termes de gouvernance aussi au monde coopératif, pour être plus connecté, plus proche de l'agriculteur, moderniser notre modèle coopératif. C'est l'enjeu, en tout cas, des prochaines années. Et c'est la mission qui est confiée à InVivo. Est-ce qu'un jour vous pourriez vous transformer en entreprise en SA? Nous avons déjà des filiales qui le sont, bien sûr, qui sont déjà transformées en SA. Donc après, le modèle peut être hybride. C'est un peu InVivo. Nous sommes une union de coopératives et dessous, nous avons des filiales dans différents métiers dans le monde entier. Et donc finalement, on est assez à l'aise avec ce modèle en fait de double gouvernance parce que finalement, le monde coopératif sera à mon avis profondément moderne demain, puisque la co-construction, c'est l'enjeu, et qu'à la base, finalement, peut-être que l'image est un peu vieillotte, mais si on arrive à moderniser l'image des coopératives, on va recréer du lien, et c'est important aujourd'hui. Mais ça peut être avec notamment le digital, parce que vous parlez de coopératives connectées. Oui. C'est quoi les coopératives connectées? J'ai envie de dire, c'est pour faire un peu moderne, justement? C'est du marketing ou non, c'est une réalité? Vous savez, on a un vrai projet. Ça fait sourire Edgar Chaput. Ah non, mais on en parlera, vous verrez... Peut-être dans un an, si on se revoit, si vous nous invitez, on vous expliquera le projet de manière très concrète, mais on est en train de lancer des applications où sur leur iPhone, l'agriculteur pourra se connecter directement avec la place de marché et en même temps commander sur sa coopérative. Donc on est en train d'aligner complètement la chaîne de valeur entre l'union, les coopératives et l'agriculteur. C'est un investissement de 50 millions d'euros. Donc on va travailler effectivement avec les startups qui sont aussi des partenaires intéressants pour nous et là on doit se retrouver sur ce terrain de jeu-là parce que c'est gagnant-gagnant et c'est pas David contre Goliath, c'est David avec Goliath pour transformer l'agriculture française. Ouais. Vous voyez votre place là-dedans, vous, Edgar Chaput? Oui. Je disais en tout cas nous aujourd'hui ce sur quoi on travaille, c'est de rendre service aux agriculteurs et la mission aujourd'hui du moment, c'est de devenir le premier allié des agriculteurs pour vendre leurs récoltes au bon prix. Ouais. Donc on a des façons de travailler qui sont différentes. La première chose qui nous différencie, je pense, c'est qu'on vient de la technologie et aujourd'hui on a une chance inouïe. C'est que les meilleurs développeurs, les meilleurs talents du web, ils préfèrent travailler dans des startups que dans des grands groupes. Donc ça nous permet de travailler sur des sujets ambitieux et de développer des solutions qui sont vraiment simples et performantes. Le deuxième sujet sur lequel nous on accorde une grande importance, c'est la satisfaction client, ou en tout cas de mettre l'agriculteur au centre des discussions. Donc alors où je vous parle, si vous allez sur notre stand au Salon de l'Agriculture, vous pouvez aussi bien tomber sur un développeur que sur un agriculteur qui va parler de son métier. Le fait d'avoir un développeur qui parle à un agriculteur quotidiennement, je crois que c'est assez unique en France. Ouais. Oui, non, c'est vraiment un choc de culture. C'est là où il y a vraiment une transformation de l'agriculture française. Ouais. Quels sont les secteurs qui sont les plus en pointe là-dessus pour vous, Thierry Bandignat? Je crois que tous les secteurs sont en mouvement aujourd'hui. C'est pas les gros, c'est les céréaliers, forcément. Non, mais les céréaliers, bien évidemment, sont en première là-dessus parce qu'on sait qu'on a un enjeu sur la compétitivité de la filière céréalière aujourd'hui face au blé russe et notamment à la compétition mondiale. Donc il faut qu'on soit plus compétitif et qu'on apporte aussi une différenciation sur ces commodities françaises pour marquer quelque part la qualité française. Donc ça, c'est un enjeu. Pour autant, en nutrition animale, dans les fruits et légumes aujourd'hui, vous avez des engagements pour garantir un zéro résidu de pesticides de certaines coopératives dans les fruits et légumes. On voit bien que toutes les filières sont concernées, sont en mouvement aujourd'hui. Le bio, on ne parle plus de ça, manger bio, mais comment il faut le bio pour tous, ça veut dire forcément changer d'échelle peut-être pour les exploitations bio. Vous faites beaucoup de bio, c'est un défi pour vous, pour vos coopératives? Donc nous, on a décidé d'accompagner le plan du gouvernement
gouvernement sur les EGA, les États généraux de l'alimentation, pour aider à transformer là où c'est possible les exploitations en bio. Notamment, on peut penser qu'à terme, il y aura 15% des surfaces françaises qui seront converties en bio. Pour autant, il restera 85%, et ces 85% doivent trouver une troisième voie pour l'agriculture pour démontrer qu'on peut produire plus et mieux des produits de qualité sans pour autant qu'il y ait le label bio. Mais chez vous, l'enjeu. Sans pour autant qu'il y ait le label bio, pardon. Oui. Et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire de travailler sur des produits de qualité, qui fait que finalement, sans label bio aussi, on garantit une sécurité alimentaire, une qualité et un produit plaisir. Est-ce qu'il faut du Made in France, c'est-à-dire que quand c'est pas la saison, vous mangez pas de tomates, vous mangez pas de fraises, vous mangez comment est-ce que... Alors c'est vrai que la tendance de consommation, c'est de revisiter les saisons, et donc on s'inscrive complètement dans cette tendance. C'est toujours, je pense, de revisiter les saisons et d'adapter aussi les cultures en fonction des saisons. Donc, bien évidemment, nous, on s'inscrit dans cette tendance-là. Vous avez mentionné que nous étions présents dans le retail. Et dans le retail, nous avons donc, à côté des jardineries, acheté notamment une entreprise qui s'appelle Bio & Co, donc un distributeur de produits bio. Donc, l'idée, c'est de rajouter des produits bio à côté des jardineries dans l'ensemble du dispositif de notre réseau français. On a aussi développé une enseigne qui s'appelle Frédicis, ce sont des produits locaux. Donc, on marche effectivement sur cette nouvelle tendance de pouvoir mettre en avant des produits locaux, des produits bio. Pour autant, ça va représenter 15% de la ferme France. Est-ce que les fruits et les légumes français ne sont pas trop chers ? Ça dépend des saisons et ça dépend des quantités. Parce qu'en fait, ça a été dit, on est dépendant de la production, de la quantité et du prix. Donc il y a une volatilité aussi assez forte et parfois, souvent, en tout cas les Espagnols, les légumes venant d'autres pays d'Europe arrivent plutôt sur le marché et donc mettent la pression sur les prix. Et là, c'est un enjeu de modèle économique qui reste à réfléchir. Vous, Edgar Chaput, vous n'êtes que sur les céréales, vous n'êtes pas du tout sur uniquement les grandes cultures. Uniquement les grandes cultures pour l'instant. Oui, voilà. Pour l'instant, c'est déjà beaucoup. Donc ça va nous prendre un peu de temps, mais effectivement, on se concentre sur les grandes cultures. Juste pour compléter, je pense que c'est une des vraies difficultés pour les agriculteurs, c'est aujourd'hui d'être au plus proche des consommateurs avec des tendances qui sont fortes. Et ça reste un métier qui est intense en termes de capitaux. Donc on ne peut pas changer de stratégie tous les matins, ce qui peut compliquer aussi la tâche pour les agriculteurs. Donc il y a une forte demande des consommateurs. Nous, on encourage toujours les agriculteurs à aller à la rencontre des consommateurs pour savoir ce qui se fait et quelles sont les attentes. Il faut aussi comprendre que c'est difficile de changer. Mais c'est vrai que les céréaliers vont moins à la rencontre des consommateurs. C'est de plus en plus le cas avec les fruits et légumes, la production locale, mais bon... Peut-être sur les céréaliers, vous avez différentes formes de culture quelque part, et notamment nous on a lancé un programme avec une marque bien connue de gâteaux qui s'appelle le programme Harmonie, qui permet de tracer complètement une espèce de blockchain quelque part la qualité sur la certification de la filière de blé, par exemple. Donc, les choses sont possibles. Dans ce bras de fer qu'on voit en ce moment à propos des négociations commerciales avec la grande surface, où est-ce que vous vous situez in vivo ? Parce que vous vendez... Alors nous, on n'est pas directement vers les grandes surfaces. Par contre, on est concerné par le débat, bien évidemment, des relations industrie-commerce. Et on est dans les différents tours de table. Nos coopératives adhérentes sont en première ligne aussi, puisqu'elles sont des filiales avec des marques bien connues qui négocient avec la grande distribution. Donc tout l'enjeu, c'est la pression qui est mise dans les négociations et comment nous, on peut travailler de la compétitivité dans la filière pour faciliter ces négociations et garantir un revenu à nos agriculteurs in fine. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a un peu changé là ou pas du tout ? J'ai le sentiment qu'il y a un esprit, on va dire, des États généraux qui est là. Oui, l'esprit est là, mais enfin... On est au niveau de l'esprit, mais on n'est pas encore dans les actes. Mais je laisserai les entreprises en direct vous exprimer ce sujet, mais j'ai le sentiment que le rapport de force économique est toujours là et qu'il faut essayer de créer des rapports de force, s'organiser dans l'agriculture si on veut capter la valeur ajoutée et la renvoyer vers l'agriculteur. Un mot quand même sur vos grands magasins, parce que c'est donc Gamme Vert, Jardiland, et puis ce que vous venez aussi d'ouvrir. On a vu que vous avez complètement changé, reformaté vos magasins. Oui, on est en train de revoir le modèle de la jardinerie. On considère que ce modèle est très risqué, très dépendant de la saison, et que souvent des entreprises ont été en difficulté. Donc l'idée pour nous, c'est de diversifier notre offre. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on va allouer des mètres carrés aux produits locaux, aux produits bio, ce qui permettra d'accélérer la fréquentation dans les magasins et donc quelque part de renforcer le modèle économique des jardineries.
Oui, mais ça encore, c'est compliqué parce que dans les gammes verts, par exemple, que je connais bien, on peut trouver des vêtements, on peut trouver des plantes, puis à côté des bottes ou de la nourriture pour chevaux, vous trouvez des tomates. Donc c'est pas forcément le... Alors ça dépend des gammes verts, parce que vous savez, ce sont des franchisés, donc on est en train d'organiser le modèle pour le professionnaliser. Et donc l'idée, c'est de créer une enseigne dédiée qui s'appelle Frédici. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace dédié pour pas mélanger effectivement les rayons. Et donc à partir de là, de se dire finalement, on va créer de la proximité, de la fréquentation. Pour autant, il faut qu'il y ait un service de qualité. C'est vraiment le leitmotiv, la proximité. C'est vraiment déterminant aujourd'hui, puisque finalement, on observe, on a ouvert 10 magasins produits locaux Frédici, notamment à Auch, on parlait du Gers notamment. C'est formidable. C'est formidable parce que finalement, on voit que cette jardinerie de Auch qui était en souffrance, aujourd'hui a retrouvé des couleurs et retrouvé de la fréquentation. Et en même temps, les agriculteurs qui sont là viennent parler de leurs produits. Donc on sent qu'on a créé un écosystème très favorable et très, très résilient en termes de modèle économique. Vous le ressentez, même si c'est moins directement l'objet de votre application mobile? On le ressent directement, c'est-à-dire que Michel Bourrousse, mon associé, a choisi de convertir son exploitation en bio. Aujourd'hui, produit du pois chiche, par exemple, parce que la demande de houmous augmente. Donc c'est important d'être au plus proche, même sur des produits en grande culture qui sont transformés par la suite, de comprendre où sont les tendances. Et l'aspect local est également visible sur tout le blé qui est transformé via des meuniers. Père Farmer, c'est quoi vos objectifs là Père Farmer, donc le lancement officiel au niveau national était à l'occasion du Salon de l'Agriculture, avec 1000 agriculteurs espérés d'ici la fin de l'année. D'accord. Et vous avez comme actionnaire peut-être bientôt InVivo, en tous les cas votre... On a un fonds d'investissement, d'amorçage qui peut aider, donc ça reste à discuter, on verra. Voilà, pourquoi pas. En tous les cas, c'est ça, BFM Business, on vous a vu discuter avant, après. Peut-être que ça peut développer. Vous, l'objectif 2019 pour InVivo, par exemple, c'est vraiment de digitaliser notre modèle économique. On a priorisé. C'est impressionnant. Non, on a vraiment priorisé cette année les investissements. C'est un modèle compliqué à plusieurs niveaux. Et donc, on a mobilisé l'ensemble des coopératives. On a fait notre grand débat. On a fait notre grand débat dans le monde coopératif, justement, pour revisiter cette chaîne de valeur. Et j'espère qu'en fin d'année, on a une convention nationale. On pourra présenter cette plateforme. Ce sera une nouvelle marque qui arrivera sur le marché. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance, Edgar Chaput, donc Père Farmer, une appli mobile. Merci Thierry Bandinière, directeur général d'InVivo. Il se passe des choses, décidément, dans ce salon d'agriculture. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve, demain, une grande première. On se retrouve demain à 20h30. On parlera aussi un peu de bio. C'est le nouveau show de BFM Business. On a un peu tout explosé, les cadres, nouveaux génériques, nouveaux studios en public, avec comme invité principal Thierry Marx. Puis avec Maxime de Rostolan, les fermes d'avenir. On a parlé beaucoup de bio, le Raphaël Enthoven aussi, le philosophe, et puis des questions assez jeunes de cuisine, mode d'emploi. Vous voyez, c'est tout nouveau, donc rendez-vous demain 20h30 pour Talk & Co, et puis dimanche BFM Politique, sinon